J'invite peut-être tout de suite Dominique Colli à prendre place pour sa présentation. Dominique Colli donc remplace, comme l'a dit Joël, Bernard Lehmann, directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, qui malheureusement, pour des raisons d'agenda politique et de discussion parlementaire, a été retenu à Berne, voilà notre ville fédérale, ce matin. Et donc Dominique Colli est vice-directeur à l'Office fédéral de l'agriculture, où il dirige l'unité de direction marché et création de valeur. On peut dire qu'il se trouve là dans au cœur d'un thème assez épineux actuellement pour l'agriculture suisse, dans le contexte notamment d'ouverture des marchés qu'on connaît actuellement. Donc M. Colli est là pour nous présenter le point de vue et les positions de l'Office fédéral de l'agriculture sur la thématique des zones urbaines. Je vous en prie. Merci à M. Fornet, merci à Mme Salomon et au réseau SUAM d'avoir mis sur pied cette rencontre. Je me réjouis déjà des échanges qu'on va avoir. Je suis très content que l'Union suisse des paysans et l'ARE enrichissent aussi nos réflexions sur ce thème-là. Bernard Lehmann, notre directeur, comme l'a dit M. Fornet, était prévu pour cette rencontre. C'est un ancien professeur de l'École polytechnique fédérale de Zurich, donc il est très à l'aise dans ce type d'événement, mais voilà, l'agenda politique et la session en a décidé autrement. La présentation est en allemand, je vais parler en français, et puis s'il y a des questions de compréhension, eh bien, n'hésitez pas à m'interrompre. Très brièvement, quelques coups de projecteur sur certains aspects des conditions de cadre internationales, quelques réflexions sur la signification de urban farming au niveau global et national, et pour notre office aussi quelques éléments qui vous permettront de situer l'office dans le cadre de la réflexion sur l'agriculture urbaine. Un premier point, c'est un tableau qu'on ne peut malheureusement pas commenter beaucoup dans le détail, mais qui pose la question de l'évolution des conditions cadres en termes d'évolution de la demande alimentaire au cours des années qui nous attendent jusqu'à l'horizon 2050 pour les différents continents. Et trois facteurs sont cumulés. Il y a tout d'abord le facteur de la croissance démographique, ici. Il y a ensuite un facteur plus sociologique, lié au vieillissement de la population, lié aussi au changement des classes sociales et de la richesse des populations. Et enfin, un troisième critère, un troisième élément d'analyse qui est le changement de la diète, le changement donc du régime alimentaire. Ces trois éléments combinés débouchent sur un facteur de croissance de la demande, et vous voyez le montant vertigineux de cette croissance pour le continent africain, et par contre pour le vieux continent européen, évidemment que les choses sont beaucoup moins importantes. Il y a un vieillissement de la population, il y a aussi un changement des habitudes alimentaires, une réduction de la consommation, par exemple, de viande. Et au niveau mondial, vous voyez qu'il faut travailler avec un facteur 2,25 pour la croissance des besoins des consommateurs. Ce sont des chiffres très importants qui vont mobiliser les politiques agricoles, qui vont mobiliser aussi la recherche agronomique, qui vont mobiliser l'économie également. Deuxième élément, pour un tableau d'ensemble des conditions cadres,
aujourd'hui, demain, après-demain, c'est l'hémisphère nord qui va rester le porteur de la croissance alimentaire et de la satisfaction des besoins de la population mondiale. Il s'agit ici de l'Europe, il s'agit bien sûr des États-Unis, on ne peut pas négliger le potentiel important du Brésil, de l'Argentine et de certains pays d'Amérique latine, ni l'existence de réserves que malheureusement qu'on aimerait pouvoir protéger, c'est bien sûr les grandes forêts brésiliennes. Il y a sans doute ici une forte pression politique et économique dans ce domaine-là. Et sinon, d'après l'OCDE, il y a aussi d'importantes réserves de terre disponibles et prêtes à être mises en valeur dans l'ancien bloc soviétique. Mais globalement, avec les changements climatiques, c'est vraiment dans l'hémisphère nord que la solution du problème de l'alimentation mondiale sera prioritairement mise en place, sans exclure, au contraire, en insistant également sur la nécessité pour chaque pays de se doter de sa propre politique agricole et d'objectifs ambitieux en termes de satisfaction des besoins de la population. Troisième tableau, aussi un tableau très, très complexe, mais qui met en évidence la croissance du niveau de vie des populations et l'évolution de notre empreinte écologique. Et que voyons-nous? Nous voyons que, bien sûr, les populations les plus pauvres ont l'empreinte écologique la plus faible et que, de manière tout à fait claire et logique, c'est le continent américain, mais aussi certains pays asiatiques qui ont à la fois le niveau de développement le plus élevé, mais aussi le bilan écologique le plus dramatique. Arrivons maintenant au thème de l'agriculture urbaine. Dans l'introduction qui a été faite, on a bien vu les différentes formes d'agriculture urbaine, une agriculture traditionnelle qu'on trouve dans nos grands centres, en Allemagne, on parlait de Berlin tout à l'heure, ces jardins familiaux qui ont accompagné le développement de l'urbanisation et qui jouent et joueront encore un rôle important dans, disons, la vie des villes. Il y a une nouvelle forme d'agriculture urbaine dans les grands centres urbains. C'est une agriculture alors plutôt évidemment de gens riches, utilisant différentes technologies et liée aussi à des choix de mode de vie importants. Troisième catégorie de l'agriculture urbaine, c'est l'agriculture des pays en développement où l'urbanisation croissante s'est accompagnée de flux de population venant des zones rurales qui, pour lutter contre la pauvreté, pour satisfaire certains besoins alimentaires, ont mis en place, souvent avec l'aide des coopérations internationales et des gouvernements, des types d'agriculture urbaine, de potager urbain, tout à fait important en termes de satisfaction des besoins et des concernés et de la population. Et puis, il y a cette dernière image d'une agriculture urbaine high-tech, d'une agriculture urbaine qui utilise un très haut niveau de connaissance, d'investissement. On en a quelques approches dans l'hémisphère nord, les Pays-Bas, un peu les États-Unis et certaines de nos autres écoles y travaillent également. Il y a là quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer et qu'il faudra suivre attentivement. Ici aussi un schéma intéressant sur l'importance de l'agriculture urbaine pour les populations. Et là, on a un portefeuille de pays
plutôt de pays en développement ou émergents ou en transition. Et que voyons-nous? On voit que l'agriculture urbaine a une importance extrême pour le premier quartile, ou ici on parle même de, on dit comment, quintile, la première partie de la population la plus pauvre. Sur Madagascar, c'est évident. Sur le Nigeria, c'est évident. L'agriculture urbaine joue un rôle très important pour ces populations, mais intéressant aussi de voir que la partie la plus riche n'abandonne pas complètement l'agriculture urbaine. Et elle est présente en termes, je pense, à la fois de tradition, mais aussi de satisfaction de certains besoins spécifiques et la volonté de mieux contrôler son alimentation. Ici, vous le voyez un peu différemment avec la part de l'agriculture urbaine dans la production agricole. Madagascar est voilà, plus d'un quart. La Bulgarie, un pays en transition, 13%. Et la part des produits mis sur les marchés, vous avez ici aussi des chiffres qui seraient intéressants en termes de sociologie et d'évolution des structures liées à des choix politiques. Important ici est de mentionner que l'agriculture urbaine apporte pour les producteurs intéressés deux éléments qui doivent être pris au sérieux. Le premier, c'est une diversification de la diète alimentaire. Ça permet d'avoir au fil des saisons des produits diversifiés qui ne sont pas forcément toujours disponibles sur les marchés. Et puis un deuxième élément, c'est une espèce de stabilisation qu'une production propre permet de faire par rapport à la très grande volatilité des prix dans ce type de pays et de marché. La Suisse a essayé d'approfondir un peu ces questions-là. Il y a une étude très intéressante qui s'est faite dans la région de Bâle. Peut-être que d'autres collègues pourront en parler tout à l'heure, mais qui met en évidence à la fois les besoins de la grande agglomération bâloise et le potentiel de production de la zone environnante. Et cette étude met en évidence ici toute une série d'enjeux en termes à la fois d'aménagement du territoire, de répartition des zones de production et aussi d'habitudes alimentaires. Et les conclusions de l'étude disent que une agglomération comme Bâle pourrait satisfaire ses besoins de manière majoritaire, mais moyennant d'une part un aménagement du territoire, une utilisation des parcelles et des surfaces de manière assez différente d'aujourd'hui, et d'autre part une évolution du régime alimentaire avec une diminution de l'utilisation des produits animaux. J'arrive à la fin. Je ne sais pas si je suis encore dans les temps, mais on arrive au bout. L'agriculture urbaine est aussi un enjeu politique et sociologique pour notre pays, et elle a cet immense avantage de rapprocher l'agriculture des villes. On a un certain nombre d'images catastrophiques d'enfants qui ne savent plus que le lait vient des vaches, qui ne savent plus que des légumes se cultivent. La Migros est la réponse et la référence, alors qu'avec l'agriculture urbaine, on retrouve ce contact physique, visuel avec le cycle des saisons et les modalités de production. L'Office fédéral d'agriculture est bien sûr ciblé sur l'agriculture, sur la zone agricole, sur le monde paysan, sur des agriculteurs formés. Ceci dit, nous ne pouvons pas ignorer ce qui est en train de se passer, qui est probablement une révolution forte au niveau suisse et mondial.
Et un instrument a été introduit dans la politique agricole 14-17 qui s'appelle en allemand KUNAF, qui est une ordonnance qui nous permet de soutenir des projets de durabilité et de qualité. Et c'est une espèce de rampe de lancement pour des idées créatives. Et on pourrait imaginer qu'en termes voilà, de votre productivité cet après-midi, quelques idées puissent atterrir sur mon bureau et je suis prêt à les regarder d'un peu plus près avec attention et sympathie. J'arrive à la fin. Urban farming, ce n'est pas un phénomène de mode, ce n'est pas une histoire suisse, c'est vraiment quelque chose d'européen et de mondial. L'agriculture urbaine est une contribution importante pour une alimentation équilibrée et une réduction des variations de fortune et de dépenses dans les pays les plus pauvres. Mais plaçons tout de suite des limites. Ce n'est pas l'agriculture urbaine qui va régler les problèmes de l'alimentation mondiale, c'est une contribution. Et enfin, l'agriculture urbaine, c'est un pont, c'est un lien, c'est une manière de faire se retrouver le milieu urbain et l'agriculture. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci Monsieur Colli pour ce premier éclairage. Comme je vous l'ai dit, gardez toutes vos